Wesh YouTube, comment vas-tu? Bon, j'ai tenté tant bien que mal de canaliser la lumière, mais c'est un échec. Comme d'hab, tu le sais, on va faire avec, parce que sinon je vais passer 1000 ans à tenter de plus pour un résultat qui, je le sais, ne sera que similaire à celui qu'on a là. Donc bref, je reviens après une petite absence de 2 bonnes semaines quand même, mais j'ai été très peu chez moi, enfin j'ai été chez moi mais du moins je n'avais pas le temps de filmer, j'ai eu beaucoup de vertiges, bref j'étais à Paris, j'avais des rendez-vous médicaux, on fait ce qu'on veut, mais je suis de retour et aujourd'hui je vais te parler de mes 4 dernières lectures. Et on va parler de Crime et Châtiment de Dostoïevski, de Mon ami Pierrot, qui est un graphique, de La 8e fille de Terry Pratchett et de Rien n'est noir de Claire Berest, je pense. Et on commence tout de suite avec Crime et Châtiment de Dostoïevski. Ça fait un moment que j'ai envie de découvrir plus en profondeur son œuvre. Et mon mec m'a offert cette superbe édition dans laquelle on a Crime et Châtiment, justement. On a Le Joueur et l'Idiot. C'est édité ici chez Actes Sud. Et c'est traduit par André Markovitch. Tu m'en veux pas, je vais pas le tenir à la main tout le long parce que vraiment on est sur une grosse, très grosse pavasse. Globalement, je pense que beaucoup de gens savent de quoi parle Crime et Châtiment, mais on va quand même... Mais Mafia, tu t'es fait peur! Oh là 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 là, c'est pas possible hein, cet enfant. Crime et Châtiment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent de quoi ça parle, mais on va quand même faire un résumé parce que c'est bien de faire des piqûres de rappel. On rencontre donc rapidement dans ce texte Raskolnikov qui est un ancien étudiant qui a dû arrêter ses études par manque de moyens. Il a l'impression de subir sa vie, d'être en train de passer à côté de celle-ci et pire de la rater, d'être en plein échec puisque comme je te l'ai dit, il a abandonné ses études et que financièrement il ne s'en sort pas du tout. Il est obligé de donner des objets à des prêteurs sur gage pour tenter d'avoir un peu d'argent et de payer son modeste loyer. Raskolnikov va alors sombrer dans ses pensées, dans la noirceur de ses états d'âme et va commettre un meurtre. Il y a ma fille qui ronronne tout près du micro, j'espère que tu l'entends pas trop. Et puis, à travers ses pensées, ses doutes, ses questionnements, ses liens sociaux avec ceux qui gravitent autour de lui, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il en arrive à tuer, comment un simple étudiant en arrive à commettre quelque chose d'aussi abject. Quels mécanismes l'ont amené à prendre cette décision et comment arrive-t-il à se justifier cet acte et la légitimité de celui-ci. Et ensuite, tout l'après du crime qui va commencer à le ronger, sa culpabilité. Et pour finir, évidemment, c'est dans le titre, le châtiment, l'acceptation, la résignation. Ça a été tout simplement un plaisir. Alors c'est long à lire, on va pas se mentir. Je l'ai écouté aussi en livre audio parfois. C'est très abordable comme style d'écriture, je trouve. On est dans de la littérature russe classique, mais on est dans quelque chose de tout à fait clair en fait. C'est long, mais je me suis à aucun moment ennuyée. Et moi, globalement, c'est tout ce que j'aime dans la littérature classique russe. J'aime cette exploration des tréfonds de l'âme. J'aime cette recherche des limites du bien et du mal, de qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui légitime, qu'est-ce qui permet de... J'aime toutes ces quêtes-là et je trouve qu'elles prennent vie ici de manière assez superbe. J'aime vraiment cette étude aussi sociale, cette critique de tout un système en fait, économico-social justement, ou socio-économique, c'est peut-être plus logique dit comme ça. Tout ce que ça englobe dans la position sociale, dans ce qui est valorisé ou non comme étant l'idée qu'on se fait de la réussite sociale et jusqu'où cette pression mène. J'aime ce que ça projette de soi, ce que ça projette en soi, avec tout un questionnement autour de l'isolement et de ses conséquences, et l'isolement pas uniquement social, l'isolement à l'intérieur de soi. Ça me fascine, j'adore ça, et dans la littérature russe, ça ne me déçoit jamais quand on part dans toutes ces questions-là. J'aime le fait qu'on ait toute une palette de personnages avec des personnalités intéressantes, avec des justement positionnements sociaux qui leur sont propres et qui nous permettent de voir toute une palette, vraiment je me répète, mais cette société russe de cette époque-là. Je trouve que l'éventail de personnages mis en place ici est très intéressant parce que déjà il donne beaucoup de densité au roman et que tout appuie forcément à un moment ou à un autre un propos précis. C'est très bien fait. Et j'avais ressenti ça en lisant Anna Karénine de Tolstoï. Là, c'est un peu pareil. Je trouve que les personnages sonnent vrais, même si, évidemment, le contexte social fait que certains des questionnements ne sont pas du tout... je peux pas relate.
Pour autant, les mécanismes de pensée sont très parlants et je trouve qu'on s'y retrouve beaucoup. Je sais pas, j'aime toutes les questions que ça soulève et questions que ça nous amène nous-mêmes à nous poser sur notre place et la manière dont on l'envisage. Et j'ai adoré. Bref, j'ai adoré. Honnêtement, je partais d'avance un peu convaincue. Tu le sais, j'ai un fait pour la littérature classique russe. J'arrête pas de le répéter. J'aime cette étude de la souffrance, cette étude des choix, des conséquences. C'est quelque chose qui me parle de toute façon. Et ici, vraiment, ça a très très bien fonctionné sur moi. Je suis ravie d'avoir lu Crime et Châtiment. J'ai aussi adoré l'intensité du texte. Je trouve que c'est un texte qui est assez vertigineux et sur plusieurs points, déjà de par sa taille. C'est long. Ça fait peur et c'est vertigineux justement dans l'intensité des sentiments. À un moment, j'ai eu l'impression de lire une espèce de thriller psychologique où on sombre tellement dans les pensées de Raskolnikov et on est profondément partagé entre différentes émotions et j'ai adoré ça. C'est oppressant, mais de manière tout à fait géniale et je suis ravie d'avoir lu Crime et Châtiment. C'est un texte qui, je pense, me restera en mémoire longtemps. Et ça me donne encore plus envie du coup de découvrir les autres textes de Dostoïevski que j'ai en ma possession. Après cette énorme pavasse qui m'a un peu retourné le cerveau, j'avais besoin de quelque chose de court, léger, rigolo, et donc mon choix s'est porté tout naturellement sur La 8e fille de Terry Pratchett, des Annales du Disque Monde, qui est traduit toujours par Patrick Couton et que j'ai ici chez Pocket, mais c'est édité chez La Talente. C'est du coup le 3e tome dans l'ordre de parution et c'est le premier du cycle des sorcières, si je ne dis pas de conneries. Pour moi, c'est encore un peu flou, hein, les Annales du Disque Monde et les différents chemins d'exploration de l'univers. Moi, je t'ai dit, je lis l'ordre chronologique et c'est déjà très bien. On quitte donc dans ce tome les personnages qu'on avait vus dans les 2 précédents, Rincevent et comment il s'appelle, Deux Fleurs. On est absolument dans le même univers, mais on suit ici une toute nouvelle histoire où le livre s'ouvre sur le mage. Comment il s'appelle? Tambour. Qu'est-ce que j'ai écrit? Tambour-Billette? Je crois que c'est ça. Dont la mort est proche et comme le veut la tradition, il doit trouver le 7e fils d'un 7e... 8e, non, hein. Je dis n'importe quoi, on reprend. Il doit donc trouver le 8e fils d'un 8e fils pour lui léguer ses pouvoirs. Il arrive donc dans une maison, il trouve ce 8e fils d'un 8e fils, il lui lègue ses pouvoirs et il meurt. Sauf qu'on a un petit problème parce que ce 8e fils d'un 8e fils est en fait une fille. Et ici, les mages sont des hommes. Les femmes sont des sorcières, les mages, eux, ne sont que des hommes. Il n'y a jamais eu de mage femme. Et la petite Escarina va du coup grandir et tenter, après un long périple, de se faire accepter à l'Académie des mages pour devenir la première mage. Et tout ça, elle va le faire épaulée par nul autre que... C'est genre sa grande-tante, je crois. Bref, Mémé Sire du Temps, la sorcière la plus badass du monde. Je suis vraiment très impressionnée ici par la complexité de l'univers qui est en train de se dessiner. C'est de la parodie de fantasy, oui, mais quel niveau de construction d'univers, vraiment, ça n'a rien à envier à bien des sagas de fantasy qui n'ont pas vocation à être humoristiques. Enfin là, vraiment, c'est assez... je trouve ça fou, en fait, ce qu'il met en place. Je trouve que ce tome est moins loufoque que les 2 précédents. Il est peut-être un peu plus installé. On a un fil conducteur qui est plus... conducteur, tout simplement. Là où, en fait, dans les 2 autres, c'est très décousu. On a quand même... comme une espèce de succession de scénettes et de péripéties. Là, on a un vrai but, on a la construction de quelque chose qui se met en place et oui, j'ai trouvé ça vraiment moins loufoque. Donc un peu moins cocasse, peut-être un peu moins comique, c'est un peu plus sérieux. Pour autant, ça reste décalé, hein, c'est du Terry Pratchett, quoi. Mais voilà, quoi qu'il arrive, ça reste très agréable à lire. Vraiment, je prends un plaisir monstre, si ce n'est l'absence de chapitres et quasi de... Vraiment, moi, j'ai besoin de découpage dans le texte, sinon je ne sais pas quand respirer, ça me... J'ai besoin d'air. Mais c'est pas grave, c'est tout petit, ça se lit quand même très bien. En plus, ça n'est comparable à aucune autre lecture que j'ai pu faire et j'aime le côté ovni de ces petits tomes qui se baladent dans ma bibliothèque et que je sors de temps en temps. Bon, là, j'en ai plus d'autres, hein, il faut que j'achète le suivant. Mais j'aime me dire que j'ai ce petit univers, même si j'ai largement le temps, mais qui va se construire petit à petit, donc je vais découvrir les personnages et qui va pouvoir comme ça m'accompagner de temps en temps quand je sens que c'est le bon moment. Je trouve ça génial, d'autant plus que, comme je t'ai dit, tu passes un très bon moment, c'est hyper agréable. Les personnages sont géniaux, vraiment, qu'est-ce qu'ils sont bien. Je t'ai parlé de l'univers et de sa qualité assez extraordinaire, mais les personnages,
quel atout ici. Ils sont affirmés, ils sont géniaux, ils sont hyper attachants. Mais Messire du Temps, qui de prime abord semble assez froide, assez bornée, est juste géniale. C'est la vraie star ici. Mais Messire du Temps est la star de la 8e fille. Esk, quant à elle, est une gamine pleine de ressources, pleine de vie, qui n'a pas peur de se lancer et on fonce avec elle. Je trouve ça juste génial. J'ai pris un plaisir monstre, vraiment. Je te dis, l'histoire, elle est plus simple, elle est plus facile à suivre que dans les 2 précédents et on sent que les thèmes abordés le sont faits avec un peu plus de sérieux, avec tout le côté de la tradition, de est-ce qu'on brise ou non justement ces traditions et est-ce que le maintien absolu des traditions est forcément bénéfique. Et pour finir, en plus de ça, c'est très très bien écrit et il y a plusieurs moments où vraiment je me suis surprise à relire des passages parce que je l'ai trouvé tout simplement très joli. On a déjà signalé que la lumière, freinée par la traversée du vaste et ancien champ magique du disque-monde, s'y déplace à petite vitesse. Aussi, l'aube n'est-elle pas l'événement soudain que connaissent les autres mondes? Le jour nouveau n'explose pas, il se répand, dirait-on, tranquillement, sur le paysage endormi à la façon de la marée qui s'avance mine de rien sur la plage et désagrège les châteaux de sable de la nuit. Il a tendance à s'écouler autour des montagnes. Si les arbres sont serrés, il ressort des bois débités en lanières et découpés d'ombre. Bref, je continue mon aventure avec les annales du Disque-Monde et j'ai grand hâte de découvrir la suite. Ensuite, j'ai lu un graphique qui me tentait depuis très longtemps, qui s'appelle Mon ami Pierrot de Jim Bishop, édité ici chez Glénat et qui est sublime. Vraiment, graphiquement, c'est très très beau. Moi, c'est typiquement tout ce qui me plaît, hein, donc de toute façon, j'adore. Pareil, je te le pose parce que, lourd. Purée, j'ai pas dit les notes, je voulais maintenant dire les notes. Bon, Crime et Châtiment, j'ai mis 4,7 sur 5. Et c'est quoi qu'on a lu après Terry Pratchett, j'ai mis 4 sur 5. Et du coup, là, mon ami Pierrot, j'ai mis un 3,8 sur 5. Oui, je sais, mes notations sont très précises, mais sur 5, c'est pas assez... Bref. Dans Mon ami Pierrot, on fait la rencontre de Cléa, une jeune noble qui est promise au fils d'un comte et qui, juste avant ce mariage arrangé, qui ne l'emballe pas des masses, hein, honnêtement, fait la rencontre de Pierrot, une espèce de magicien des rues énigmatique dont elle va tomber rapidement folle amoureuse. Cléa, qui rêve de danser, de vivre, de pouvoir choisir tout simplement sa vie, voit cet amour soudain comme une porte de sortie vers la liberté tant espérée. Alors elle s'enfuit avec lui, avec notre petit Pierrot, mais elle ne sait que très peu de choses de cet énigmatique personnage qui derrière son charme ravageur cache quand même bien des choses. Cléa va lentement se rendre compte que le chemin qu'elle a choisi n'est du coup peut-être pas du tout celui de la liberté. Je vais commencer du coup par te parler des graphismes parce que vraiment ils sont fous, je trouve qu'ils sont superbes, les couleurs sont absolument dingues, vraiment c'est très très beau. Il arrive en fait à nous plonger tout de suite de par justement ces graphismes dans quelque chose de beau, de coloré, de magique, presque un peu d'enfantin, de très onirique. Et ça crée un très beau contraste, je trouve, avec la dure réalité des thèmes qui sont abordés ici. Ça nous donne presque l'impression d'être face à un conte, tu sais, quelque chose de très onirique. Et je trouve que ce parallèle marche hyper bien. On parle ici, bien sûr, tu l'as compris, de liberté, d'émancipation, d'avoir envie de faire ses propres choix. Mais on parle principalement de relations malsaines, toxiques, appelle-les comme tu veux. Mais de ces relations où la frontière entre amour et emprise se brouille pour empêcher ses protagonistes d'y voir clair, et de ces relations dont il est bien difficile de sortir. Il est question de manipulation, d'emprise, d'entrave physique comme psychologique, de ces mécanismes qui isolent et qui permettent une meilleure malléabilité, est-ce que ça se dit? Et des répercussions de ces relations. C'est une lecture qui met en colère, honnêtement. On me l'a vendu comme une histoire triste et j'ai pas trouvé ça triste et j'ai trouvé ça révoltant. J'ai été en colère parce que Pierrot, là, il fout la haine. Parce qu'également son fiancé part pour tenter de la sauver et pas de la sauver pour ce qu'elle est, mais de la sauver parce que elle est sienne en fait, c'est à lui, on lui a promis. Et même si lui se perd aussi dans cette quête et même s'il est profondément attristé par la situation, il y a là aussi quelque chose de l'ordre de la possession de cette jeune fille à qui on ne demande jamais, elle, accessoirement, son avis, quoi. Même si, encore une fois, son fiancé n'a pas mauvais fond, hein, contrairement à Pierrot. Fous la haine, Pierrot. On te déteste. J'ai trouvé que c'était bien fait, que ça expliquait bien ces mécanismes-là d'emprise. Je trouve, en plus, je me répète, mais que l'espèce
de faux format compte fonctionne vraiment très bien. J'ai été un peu moins fan de la fin, je la comprends, je comprends pourquoi ce choix-là. Moi personnellement, voilà, ça m'a laissé un peu indifférente, mais j'entends, hein, c'est absolument logique dans le propos et la mérite. Une fin comme ça. Non, franchement, c'est une très chouette découverte. Je pense que je m'attendais à un peu plus, mais parce que, pareil, j'avais beaucoup d'attentes pour ce graphique-là. Toujours est-il que c'est absolument pas une déception, au contraire, c'est une très belle réussite et je suis ravie d'avoir découvert mon ami Pierrot que je vais, quoi qu'il arrive, garder précieusement dans ma bibliothèque. Et pour finir, j'ai lu Une relique de ma palle. Yes, purée, ça fait des mois que j'en parle en disant « Ah, c'est dans les reliques de ma palle ». J'ai lu Rien n'est noir de Claire Berest, c'est un tout petit livre que j'ai sorti de ma palle et j'ai très bien fait. C'était une très très bonne lecture, je lui ai mis là aussi un très beau 4,3 sur 5 parce qu'il a des petits défauts à mon sens, mais c'est une très belle lecture. Claire Berest, elle décide ici de nous raconter l'histoire de Frida Kahlo, cette artiste peintre mexicaine qui est vraiment connue et reconnue, et ce à juste titre. Et son histoire, du moins des bribes de celle-ci, nous sont racontées ici à travers toute une palette de couleurs, avec des chapitres courts qui à chaque fois sont justement une couleur. Ça n'a pas de sens. Attends, je vais te... Par exemple, bleu d'acier, et on a une petite description, bleu pénétrant qui s'échappe vers la nuit. Jaune d'or, jaune éclatant, lyrique et aveuglant. Et à chaque fois, ça correspond extrêmement bien avec ce dont on parle dans le chapitre. J'ai adoré le fait de partir de nuanciers de couleurs pour raconter une vie. Je trouve que en plus de ça, pour parler de la vie de Frida Kahlo, c'est une idée de génie qui est très 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 bien faite ici. C'est principalement un roman sur l'amour, hein. On revient évidemment sur son accident qui va marquer sa vie, qui va marquer son corps, qui va marquer son âme, qui va influencer forcément le reste de ses jours. Puis on parle de Diego Rivera, l'homme dont elle tombe folle amoureuse et à qui elle vouera quasiment toute sa vie, tout son temps, toute son énergie, toutes ses pensées, la manière dont elle va se mettre à peindre, le pourquoi est-ce qu'elle va se mettre à peindre, toute sa recherche plastique, dont j'aime en fait la simplicité. Moi qui ai fait des études d'art, on a tendance à beaucoup broder et surintellectualiser le moindre geste, la moindre intention, là où en fait la peinture c'est quelque chose de vivant, de primitif et qui n'a pas forcément besoin d'être autre chose que juste parfois l'expression de la vie. Et là c'est ce genre de peinture et c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Il y a donc tout son rapport à la création et puis bien sûr son rapport au corps, hein, à ce corps qui a été profondément abîmé par cet accident, à ce corps qui est aussi bien son temple mais aussi son tombeau, sa prison, qui la force à rester alité pendant des mois, pendant des semaines, pendant des mois, qui la fait souffrir, qui la contraint, qui la restreint. Et en même temps, ce corps qui la porte, ce corps qui lui permet de créer. C'est les points que j'aime particulièrement dans l'art de Frida Kahlo et forcément que j'ai beaucoup aimé ici, même si une très grosse partie du texte parle de sa relation avec Diego Rivera et de l'amour absolument dévorant qu'elle éprouve pour cet homme. J'ai beaucoup aimé aussi l'entrevoir évoluer dans les différentes sphères de la société, des sociétés du moins qu'elle fréquente, entre le Mexique, les États-Unis, Paris, comment elle y évolue, comment elle tente de s'y faire une place sans pour autant ne rentrer dans aucun moule. J'ai adoré voir tout ça. La plume c'est un gros sujet dans ce texte. Autant au début j'ai trouvé ça et à la fois très beau et à la fois un poil maniéré. Je me suis demandé si on n'allait pas tomber dans du un peu trop, un peu lourd au final et ça n'a pas été le cas. Je continue de penser que cette plume est un petit peu maniérée mais elle est très jolie. Je trouve qu'elle a un rythme bien singulier, bien à elle, qu'elle joue beaucoup sur les détachements des sonorités. Elle accélère, elle ralentit, elle impose un rythme que je trouve très, très intéressant en fait à voir. Et je trouve que ça en fait quelque chose de très... ça rend du coup le texte très sensoriel et très sensuel. Je trouve qu'il y a quelque chose de très charnel qui en ressort. On parle de corps et cette plume, elle, fait corps avec l'histoire qu'elle raconte, qu'elle retransmet. Je trouve que il y a beaucoup de cohérence en fait dans tout ça. Je vais te lire là aussi un ou deux petits extraits pour que tu vois, que du moins tu essayes d'entrevoir ce que je te dis concernant cette plume. Alors, trouvez les extraits. Ouverture du texte, bleu cobalt. Elle ne voit que lui, sans même avoir à le regarder.
Il est sans cesse à s'ébattre quelque part dans l'angle presque mort du regard, à la lisière de l'œil, là où l'on devine plus qu'on ne saisit. Une forme spectaculaire, mi-pachyderme, mi-pieuvre, aux tentacules envoûtantes qui contaminent tout l'espace où sa masse se déploie. Un trophée de cirque que chaque femme voudrait s'épingler au corsage, s'empaler au corps sage. Frida pleure si souvent que de bouffissures décrochent son visage de façon permanente. De fines pochettes sous les yeux, comme une réserve de larmes prête à crever de rage à tout instant. Et ça coule parfois en silence, une rivière calme qui rend fade le noir de ses yeux. Parfois, en vacarme, ça coule en criant, râle de gorge où se rejoignent en apogée philharmonique la souffrance et l'amertume, toute une gamme. Elle pleure en soprano et baryton. Il ne faut jamais croire un chien qui boite ou une femme qui pleure, lui a dit son ami Changli pour rire. Elle cumule Frida, boiteuse et pleureuse. Frida qui ne peut même plus boiter parce qu'on est de retour à la case départ, position ligne droite, absence de mouvement à l'horizon, calme, plat. Ou alors je pense la citation la plus connue du texte, qui est d'ailleurs l'introduction du résumé. À force de vouloir m'abriter en toi, j'ai perdu de vue que c'était toi, l'orage. Que c'était de toi que j'aurais dû vouloir m'abriter. Mais qui a envie de vivre abrité des orages? Voilà, j'ai beaucoup aimé ce texte. Qu'est-ce que j'en ai dit? Sur Goodreads, j'ai mis superbe, nuancier intense de couleurs, de douleurs, d'émotions, torrent de matière et de fluide, récit habité et incandescent, dévorant d'amour, brûlant de vie. Et c'est vraiment ce que m'évoque ce texte. Donc je vais conclure là-dessus, d'autant plus que ma fille vient de me ramener son jouet. Ça veut dire c'est bon, la daronne, on arrête maintenant, on joue. Voilà ce qu'il en est de mon avis concernant ces 4 lectures. Je pense que ça a été un peu long, j'avais des choses à dire apparemment. Là je vois le temps, ça fait long. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que je t'ai donné envie de lire certains de ces livres. Si tu en as lu certains, n'hésite pas à me dire comme d'habitude ce que tu en as pensé. Je prends toujours un grand plaisir à te lire. Moi en tout cas je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je te retrouve très bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, en tout cas, prends bien soin de toi.